Le président Assimi Goïta a expliqué pourquoi trop bon c'est trop con et pourquoi Alassane Dramane Ouattara doit continuer à s'asseoir pour recevoir des conseils. Car ce vieux despote, ne changeant pas sa manière inimitable de s'asseoir, il faut continuer à le faire asseoir pour lui donner des conseils. Et le président du Mali, notre frère bien-aimé, le leader du Mali Koura, le président Assimi Goïta, a l'intention de faire respecter la paix, la sécurité et la souveraineté de son pays. Et là, il ne s'en est pas caché. Il a dit publiquement, officiellement, et cela a été rapporté par les médias gouvernementaux maliens à la délégation nigériane, pourquoi il ne fallait pas s'amuser, en effet, à tuer des mouches à coups de hache, ou à enfoncer des portes ouvertes, ou encore à fuir la pluie pour aller se cacher dans la rivière. Avec Alassane Dramane Ouattara, il faut être carré, car c'est un individu qui est sinueux, c'est un individu reptilien, un individu hélicoïdal, un individu serpentin, un individu ouroborique. C'est un serviteur d'Ouroboros, Ouattara Dramane. Et il faut faire très attention à lui. Comme me le disait un jour mon ami, frère et camarade, le ministre Roger Banqui, quand on réfléchit sur Alassane Dramane Ouattara, il faut avoir médité sur la stratégie du serpent spiralé. Je n'ai jamais oublié cette belle image que mon frère, mon camarade, le ministre Roger Banqui m'a prêté un jour pour réfléchir au cas Ouattara. Il me dit, Franklin, il faut bien analyser ce monsieur et tu verras qu'il se comporte comme un serpent spiralé. Il commence par enrouler patiemment sa future proie et quand il est sûr que sa proie est bel et bien prise à l'intérieur de sa spirale, alors il bondit comme un anaconda des forêts amazoniennes et il est sans pitié. Voilà pourquoi il ne faut jamais entrer dans la spirale de Ouattara, il faut se tenir à l'écart. Une leçon que le président Goïta semble avoir comprise à merveille. Toujours se tenir à l'écart de la spirale du serpent, de l'Ouroboros Ouattara. Toujours le tenir à bonne distance, car ce vieux despote ne changera jamais sa façon inimitable, sa façon canine de s'asseoir. Pour les téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission, nous allons donc répondre de manière méthodique à la question de savoir pourquoi les 46 nervis gugus, les 46 délinquants mercenaires de Ouattara dorment ce soir, ce samedi 10 septembre encore au Mali. Car aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour. Nous sommes le samedi 10 septembre, 2022. Ce qui fait que nous sommes au deuxième mois plein. Deuxième mois plein de l'incarcération de ces déstabilisateurs. Pourquoi les hommes de main de Ouattara viennent de passer 2 mois pleins en prison au Mali? C'est un moment, une réflexion bilan que je vous propose. Alors, vous êtes d'ores et déjà 1300 personnes en direct sur YouTube. S'il vous plaît, soyez à peu près le même nombre à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Vous êtes déjà plus de 1000 personnes en direct sur Facebook. S'il vous plaît, faites au moins 1000 partages. De telle façon que nous soyons soutenus par beaucoup de machines amies. Et continuez à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo pour que le nombre de téléspectateurs qui soutiennent l'émission soit proche du nombre de machines qui soutiennent l'émission. De telle façon que nous ayons le maximum d'interactions favorables avec les différents logiciels et que nous combattions contre l'ennemi france-africain qui, comme vous le savez, tremble chaque fois que votre serviteur parle. Cela étant dit, commençons sans plus tarder nos travaux du point de vue du contenu. J'aimerais que ceux qui ont écouté cette émission soient outillés pour savoir pourquoi les 46 restent en prison. Donc, j'ai procédé méthodiquement.
J'ai noté des raisons ici que je vais vous commenter l'une après l'autre. Je sais pourquoi ils sont en prison. Et je vais vous dire pourquoi. Et vous me direz si je me trompe. Si je me trompe, corrigez-moi. Si je me trompe, argumentez point par point contre mes arguments sous mes vidéos. Si vous avez des arguments. Mais si vous vous rendez compte que vous avez plutôt des arguments pour appuyer ce que je dis, faites-le aussi. Car, sapientiwa colatiwa cognitio, le savoir est une collecte, chacun apporte sa part. C'est la devise de ma première université, l'Université nationale du Cameroun, chez moi, à Yaoundé. Pourquoi les 46 mercenaires de Wagner restent en prison? Qu'est-ce qui explique les précisions apportées par le président Assimi Goïta? Eh bien, je commence. Première raison. Ils sont en prison pour avoir violé les lois internationales et les lois nationales. Les lois internationales de l'ONU et les lois nationales du Mali. À propos des lois internationales de l'ONU, vous devez vous référer aux déclarations des Nations Unies, aux déclarations de la mission des Nations Unies, et notamment à la note verbale du 22 juillet 2022, écrite par la mission des Nations Unies au Mali, à l'adresse donc des autorités maliennes. Dans cette note verbale, la mission des Nations Unies au Mali précise clairement que les 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako-Sénou ne font pas partie des effectifs NSE, c'est-à-dire des National Support Elements qui devaient appuyer le contingent ivoirien, lui-même basé à Mopti, à Tombouctou. Donc l'ONU, par sa note verbale officielle, a clos ce débat. Ce ne sont pas des éléments de l'ONU qu'Alassane Ouattara a introduits avec des armes de guerre et des faux passeports ivoiriens à l'intérieur du Mali le 10 juillet. Il s'ensuit qu'ils sont hors la loi sur le plan international. Le Mali, par son communiqué du lundi 11 juillet 2022, a précisé les points de la loi malienne qui avaient été violés par l'entrée dans le territoire par des soldats non autorisés. L'entrée dans le territoire avec des armes de guerre lourdes non autorisées. Le Mali a rappelé sa législation. Je ne vais pas ici vous refaire un cours de législation malienne. Les lois maliennes sont claires. Le mercenariat est condamné. La déstabilisation étrangère est condamnée. Donc, vous notez que ça, c'est la première raison. Ils sont en prison parce qu'ils ont violé, eh bien, les lois internationales et les lois nationales. Si vous avez la preuve du contraire, vous démontrez. J'ai entendu à un moment donné qu'on a posé la question. Pourquoi ils n'ont été arrêtés que lors de la 8e rotation? Pourquoi ils n'ont pas été arrêtés à la 7e rotation, à la 6e rotation, à la 5e rotation, à la 4e rotation, à la 3e rotation, à la 2e et à la 1re rotation? Pourquoi n'ont-ils pas été arrêtés? Ma réponse à cette objection est que cette question est absurde. Ce n'est pas parce qu'un voleur vole pendant 99 jours qu'on ne peut pas l'arrêter le 100e jour. Un voleur peut voler pendant 10 jours. Le 11e jour, on l'arrête. Dans tous les pays du monde, la loi, quand elle frappe quelqu'un, ce n'est pas forcément parce que c'est la première fois que la personne le fasse. Parfois, la loi finit par frapper quelqu'un, précisément parce qu'il a pris l'habitude de la violer. Donc, c'est absurde. J'ai entendu des gens parler, j'ai écouté le discours creux et nul de Charles Blé Goudé, qui d'ailleurs, sachant que c'est le point faible de Alassane Ouattara, son oncle, Charles Blé Goudé a botté en touche l'argument de la violation de la loi internationale qui a été certifiée par l'ONU quand l'ONU n'a pas reconnu les hommes de Ouattara. Du coup, l'ONU les reconnaissait comme mercenaires. Charles Blé Goudé a botté en touche l'argument de la violation des lois du Mali. Parce que s'il regardait les lois du Mali, il saurait que ces gens ne sont pas au Mali des soldats mais des mercenaires. Et il s'est mis à raconter sa vie pour plaire à son nouvel oncle. Ouattara Dramane, l'homme qui a renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, les arguments de Charles Blé Goudé sont nuls. Comme sa posture, qui elle-même est une imposture. Complètement nulle. Il est complètement à côté de la plaque et il ne sait même pas comment justifier
on verra les maladresses de Mabry Touakeus. Il ne sait même pas comment justifier sa nouvelle posture. Il a loupé, Charles Blé Goudé, une occasion de la fermer. La violation des lois internationales, la violation des lois nationales par Alassane Dramane Ouattara dans cette affaire n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. L'ONU a donné une note verbale qui est disponible sur les réseaux sociaux le 22 juillet en disant on ne les connaît pas. Alassane Ouattara ne nous a jamais présenté les armes qu'il introduisait au Mali avec ses soi-disant rotations. Ces rotations n'ont pas travaillé avec nous. Elles restaient à l'aéroport pour travailler avec une société privée. On ne les connaît pas. L'ONU s'en est lavé les mains. Une journaliste de RFI est même allée interviewer l'ONU à New York. Elle est allée au secrétariat général de l'ONU à New York. Même là-bas, RFI, qui pourtant est un média officiel français, par conséquent, un média qui soutient la politique étrangère de la France, c'est-à-dire le soutien d'Emmanuel Macron à Ouattara. Même RFI a trahi Ouattara à l'ONU en disant que vraiment, nous-mêmes, on est allé là-bas. L'ONU dit qu'elle ne connaît pas les 49 Gugus, les 49 Nervis, les 49 mercenaires de Ouattara. Donc, ceci est vrai comme mon nez qui est là sur ma figure, ou mon chapeau qui est là sur ma tête. Même si tu dis que je n'ai pas de nez, mon nez est là. Si tu dis que je ne porte pas de chapeau, mon frère, ma soeur, mon chapeau est quand même là. Ça, c'est la première raison. Violation des lois internationales et violation des lois nationales maliennes. En Côte d'Ivoire, là, alors même que le régime de Ouattara est illégitime, qu'il n'a pas été régulièrement élu, qu'il fait un troisième mandat anticonstitutionnel après avoir massacré les Ivoiriens, Alassane Ouattara a accusé Guillaume Kibafori Soro de coup d'État, alors que Guillaume Soro rentrait avec un avion civil et avec une petite délégation d'à peine 7 ou 8 personnes dans l'avion, sans la moindre arme. Alassane Ouattara a décrété que ça, c'est un coup d'État. Donc Alassane Ouattara est bien placé pour comprendre que si on peut accuser en Côte d'Ivoire Guillaume Soro de coup d'État, alors qu'il rentrait après avoir obtenu l'autorisation des autorités ivoiriennes, il rentrait le 23 décembre 2019 en Côte d'Ivoire après avoir obtenu l'autorisation que les nervistes de Wagner n'ont pas obtenu pour aller au Mali. Malgré cela, Alassane Ouattara l'a fait inculper de coup d'État. Donc Ouattara est très bien placé pour comprendre que si quelqu'un qui rentre sans armes, qui rentre en avion civil, qui rentre avec l'autorisation des autorités dans un aéroport qui est tenu par l'armée du président en exercice, si cette personne-là est considérée comme putschiste pour ça, combien de fois quelqu'un qui envoie 2 avions non autorisés, le premier avec une cinquantaine de militaires, le second avec des armes de guerre lourdes, qu'est-ce qu'on doit penser de quelqu'un qui fait ça dans un pays sans autorisation? Parce que Guillaume Soro rentrait, eh bien, en Côte d'Ivoire, lui, il avait l'autorisation. Mais même alors que Ouattara lui a donné autorisation pour rentrer, Ouattara l'accuse de coup d'État parce qu'il est rentré. Tu autorises quelqu'un à rentrer dans le pays. Il rentre le jour que tu voulais. Il voulait rentrer 2 jours plus tôt, 1 jour plus tôt. Tu dis non. Comme Emmanuel Macron est en visite ici, il faut plutôt rentrer plus tard pour ne pas qu'il y ait un chevauchement des événements. Guillaume Soro accepte. Le protocole de Guillaume Soro s'entend avec la présidence de la République ivoirienne à l'époque. Guillaume Soro prend son avion ici en France. Un avion privé qui est inspecté par les autorités françaises avant de décoller au Bourget. Aéroport hautement contrôlé par les autorités françaises pour aller à Abidjan. Ça là, c'est un coup d'État. Toi, tu envoies 49 soldats avec un avion rempli d'armes de guerre lourdes. C'est pas un coup d'État. C'est pas pour déstabiliser. Il faut quand même pas être méchant dans la vie à ce point-là. Maintenant, je vais aller dans d'autres raisons. Pourquoi ils sont les 46? Pourquoi ils restent en prison? Soyons sérieux. Ne soyons pas comme Charles Blé Goudé ou tous ceux qui disent pourquoi on les arrête à la 8e fois. Tous ceux qui disent ça, vous voulez pêcher en eau trouble. Vous n'aimez pas la vérité. Vous voulez donner l'impression de faire dans le patriotisme frelaté. Comme si vous aimiez la Côte d'Ivoire plus que les autres Ivoiriens qui sont en prison depuis 2010-2011. Comme si vous, là, vous aimiez la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens
qui sont à 80% dans la pauvreté, dans le chômage. Comme si vous aimiez la Côte d'Ivoire, plus que les Ivoiriens qui sont sur les routes du désert en train de se noyer là, dans la Méditerranée. Comme si vous aimiez la Côte d'Ivoire, plus que les étudiants ivoiriens qui ont des diplômes, qui ne leur donnent pas de travail, etc. Vous ne l'aimez pas plus. Le peuple ivoirien ne soutient pas Ouattara dans ce qu'il fait au Mali. D'abord parce que Ouattara n'a pas été élu par les Ivoiriens en 2020. Ensuite parce que Ouattara déteste le peuple ivoirien, fait souffrir le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est content des turpitudes de Ouattara au Mali. Si vous faites un sondage objectif, un sondage populaire en Côte d'Ivoire, pour savoir qu'est-ce que l'opinion pense des déboires d'Alassane Dramane Ouattara au Mali, vous serez frappé de découvrir que l'opinion ivoirienne est très heureuse de ce qui arrive à Alassane Ouattara au Mali. Ouattara a voulu flatter le patriotisme ivoirien, le nationalisme ivoirien, en disant que on avait manqué de respect à l'armée ivoirienne. Mais en fait, le premier à manquer de respect à l'armée ivoirienne, c'est Ouattara lui-même. C'est lui qui a installé une milice qui, en réalité, terrorise la police, la gendarmerie et l'armée traditionnelle en Côte d'Ivoire. On a vu en 2020, ce sont les brigands, les microbes, des bacavers qui terrorisaient d'abord la population. Les forces régulières ont joué un rôle complémentaire des brigands, directement contrôlés par le palais présidentiel de Ouattara. Donc le premier à humilier l'armée ivoirienne en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Les Ivoiriens le savent. Donc quand Ouattara veut grincer la fibre patriotique ivoirienne, parce qu'on aurait arrêté des militaires ivoiriens, il ne trompe que les gens corrompus, les gens ignorants et les gens bêtes en Côte d'Ivoire. Sinon, l'essentiel du peuple ivoirien sait très bien que Ouattara est un habitué des coups tordus, des coups fourrés, c'est un déstabilisateur ontologique et qu'il ne peut pas vivre sans faire du mal. Donc, l'écrasante majorité du peuple ivoirien se réjouit que Ouattara soit dans la merde au Mali. D'autant plus que les Ivoiriens se souviennent que le Mali a soutenu autrefois Alassane Ouattara quand il devait prendre d'assaut la Côte d'Ivoire, quand il devait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens disent, c'est bien fait pour lui. Et dans les Ivoiriens même, il y en a d'autres qui disent à leurs frères maliens, ah, maintenant vous avez vu, non? Mali, vous avez vu, celui que vous avez soutenu contre nous, non? Quand il disait comment, ah, nous on est contre vous, il faut que vous le souteniez quand nous, vous étiez contents, non? Ça, c'est un sentiment qui existe aussi dans le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire dit, nos frères maliens n'ont qu'à voir qui ils ont soutenu contre nous. Ça aussi, c'est vrai. Si vous faites un sondage, vous allez trouver cette seconde opinion tout à fait présente parmi les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Vous savez, je suis un fils adoptif aussi de la Côte d'Ivoire. Avant même de connaître le Mali, ma première terre ouest africaine, c'est la Côte d'Ivoire. Je connais ce pays-là. Je suis leur beau, je suis leur fils adoptif. Donc voilà les deux idées qu'il y a en Côte d'Ivoire à propos de cette affaire. Il ne faut pas que les Maliens et les Maliennes se laissent distraire. Les Ivoiriens sont contents que Ouattara soit dans la merde. Ils sont aussi contents que le Mali comprenne, le peuple malien comprenne qu'on n'aurait jamais dû soutenir Ouattara. Que les autorités maliennes de toutes les époques, que l'élite politique malienne n'aurait jamais dû soutenir Ouattara. Ça aussi, je vous le dis, Maliennes, Maliens, mes frères, les Ivoiriens sont contents de ça. Ils disent, vous allez voir qui vous nous avez imposé dans ce pays. Vous allez voir à qui vous avez offert la base arrière pour renverser Babo. Vous allez voir. Les Ivoiriens disent ça. Mais ils ne sont pas derrière Ouattara. Ce que Ouattara a utilisé pour agresser les Maliens en Côte d'Ivoire, c'est des bandits, des voyous, des désœuvrés. Ce sont des individus sans consistance, ni sociale, ni économique, ni professionnelle, ni mentale. Ouattara a rassemblé le lumpen prolétariat. Il a rassemblé le bric-à-brac, les bras cassés des bidonvilles, de ce que nous appelons à Abidjan les gloglos. Il est allé les ramasser dans les gloglos, il les a entassés pour les envoyer faire des manifestations ubuesques. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas derrière Ouattara. Et il n'est pas derrière Ouattara contre le Mali. Grâce au travail de communication que nous abattons, le peuple de Côte d'Ivoire sait qu'il doit être solidaire de son peuple frère malien. Parce que cette affaire du terrorisme et de l'impérialisme concerne toute l'Afrique. Ça, c'est la troisième idée dominante. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens savent que la lutte du peuple malien, c'est la lutte de toute l'Afrique. Il y a une solidarité profonde entre les peuples africains autour de cette lutte, notamment les franges conscientisées du peuple africain. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous en soyez convaincus.
C'est comme ça que ça se passe. Donc, maintenant, je vais entrer dans le détail. Le détail des raisons pour lesquelles le président Assimi Goïta, certes, a fait un geste humanitaire pour les 3 dames soldates pour montrer sa bonne volonté, mais les 46 autres, bon, ils restent à la disposition de la justice, puisque, en fait, Alassane Draman Ouattara n'est pas en train de manifester une véritable et profonde bonne volonté. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, ils restent en prison parce que leur infiltration au Mali est la suite d'une série d'actes de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, venus de la Côte d'Ivoire de Ouattara, contre le Mali. Et puis, ces actes de déstabilisation n'ont pas cessé. Je recommence. Pourquoi ils restent en prison? Je le dis une deuxième fois. Ils restent en prison parce que leur dernière infiltration du 10 juillet au Mali n'est que la suite d'une série d'actes de déstabilisation organisés par Alassane Draman Ouattara depuis la Côte d'Ivoire contre le Mali. Et ces actes n'ont pas cessé à ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. Alassane Ouattara n'a pas arrêté de déstabiliser le Mali. Voilà pourquoi le président Goïta trouve que c'est absurde qu'il libère, qu'il ordonne la grâce pour tous les mercenaires, alors même qu'Alassane Ouattara, lui, n'a pas arrêté de déstabiliser actuellement, maintenant, le Mali. Parce que tu tiens les hommes de ton ennemi. Ton ennemi te dit, ok, j'ai décidé de devenir ton ami, libère mes hommes. Mais entre-temps, moi, je continue à te combattre. Il y a un petit problème. Tu me combats ou tu ne me combats pas. Si tu me combats, ne te plains pas si tes hommes restent en prison. Si tu ne me combats pas, dans ce cas, donne-moi toutes les garanties que tu ne me combats pas. Et à ce moment-là, je peux décider de gracier tes hommes. Voilà la logique. La situation, c'est une logique binaire. La situation est binaire. C'est quitte ou double. Soit Ouattara renonce à déstabiliser le Mali. Et dans ces conditions, le président Goïta peut tout à fait, comme il a fait pour les 3 dames soldates, il peut tout à fait user de son pouvoir de grâce pour libérer les 46 autres. Soit Ouattara continue à déstabiliser le Mali et le président Goïta ne peut pas s'expliquer de ça devant les Maliens. Parce que ce que Ouattara ne sait pas, c'est que lui, en Côte d'Ivoire, il ne rend pas des comptes au peuple de Côte d'Ivoire. Mais au Mali, là-bas, Assimi Goïta est obligé de rendre compte au peuple malien. On ne joue pas avec le peuple malien. Vous ne pouvez pas dire au peuple malien, nous avons arrêté 49 individus qui, sans doute, sont dans le cadre d'une déstabilisation. Ils sont des gens qui sont venus pour nous tuer, pour organiser des actions de sabotage, pour maintenir le chaos. Pour le compte des impérialistes, maintenir le chaos pour le compte de ceux qui veulent maintenir le Mali sous le contrôle néocolonialiste. Bon, vous ne pouvez pas avoir dit ça au peuple malien et puis du jour au lendemain leur dire, bon, sans avoir des garanties que ceci est terminé, que ça ne va plus recommencer, eh bien nous avons libéré vos agresseurs. Non. Le président Goïta sait qu'il ne doit pas retourner le peuple malien contre lui en donnant à ce peuple des informations contradictoires. D'où le président Goïta demande que Alassane Draman Ouattara donne toutes les garanties nécessaires qu'il n'y aura plus ce qu'on observe encore aujourd'hui, des actes de déstabilisation du Mali partant de la Côte d'Ivoire. Si Goïta obtient la fin des actes de déstabilisation du Mali à partir de la Côte d'Ivoire, de l'autre côté, il peut dire au peuple malien, en votre nom, je pardonne, en votre nom, je libère les 46 Gugus. Vous comprenez? C'est ça la logique de l'affaire. Mais, comme les êtres humains ont une mémoire très faible, je vais vous rappeler la logique de la déstabilisation du Mali dans laquelle Alassane Ouattara est installé depuis très longtemps. Je vais vous rappeler les étapes de cette logique. Et les raisons pour lesquelles, précisément, le président Assimi Goïta a dit à la médiation nigériane, je ne peux pas libérer les 46 dans les conditions actuelles. Les 46 mercenaires qui sont là, je ne peux pas les laisser partir dans les conditions actuelles. Parce que Alassane Ouattara continue à me déstabiliser. Alassane Ouattara continue à attaquer mon pays. Alassane Ouattara continue à prêter le flanc, à aider les ennemis de mon pays à s'organiser pour m'attaquer. Dans ces conditions, je ne peux pas lui faire un cadeau unilatéral. Un cadeau unilatéral. C'est l'expression utilisée par le président Goïta qui a été rapportée par la presse, qui a été rapportée même par la presse malienne. C'est une expression que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Il a dit, bon,
les choses ne peuvent pas aller d'un seul côté. Il faut que de l'autre côté, il y ait une bonne volonté. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi de faire maintenant? J'ai choisi de vous rappeler les étapes de la déstabilisation du Mali par Alassane Ouattara. Et c'est de ça que le président Goïta a parlé aux Nigériens, pour leur dire, ça n'a pas changé. Alassane Ouattara continue. D'abord, Alassane Ouattara, bien sûr, était un soutien à Ibeka et il était opposé à l'insurrection populaire. Il était opposé à la révolution malienne du M5 RFP, de Yerewolo debout sur les remparts et de toute la société civile malienne au sens large. Ouattara était opposé. Au point que, lorsque le peuple malien a amené l'armée malienne à s'aligner derrière lui et a déposé Ibrahim Boubacar Keïta, Alassane Draman Ouattara fait partie, bien sûr, des dirigeants du monde qui ont vertement condamné le peuple malien, qui ont vertement condamné, eh bien, les révolutionnaires de 2020. C'est le premier point. Deuxième point, l'aile patriotique de l'armée qui a pris le pouvoir et qui a cherché à créer un consensus avec l'insurrection civile, le mouvement civil du M5 RFP, en choisissant comme Premier ministre le docteur Shogel Kokala Maïga. Eh bien, l'aile patriotique de l'armée, dont le chef incontestable est l'actuel chef de l'État et ancien chef des forces spéciales, eh bien, du Mali, le colonel Assimi Goïta, a proposé à un doyen d'âge de l'armée malienne, monsieur le colonel Bandao, qui était déjà à la retraite et qui travaillait dans sa ferme agricole là, elle lui a proposé de jouer le rôle de président. Tandis que les jeunes militaires s'occuperaient du terrain et que l'intelligentsia technocratique et bureaucratique s'occuperait de gérer les autres secteurs du gouvernement qui requièrent leurs compétences. Bandao devait être une espèce de père de la nation, une figure de rassemblement, une figure de mobilisation, une figure d'apaisement. Mais à peine Bandao installé, qu'Alassane Ouattara lui a mis le grappin dessus, et Bandao allait prendre désormais ses conseils, non pas auprès du peuple malien, non pas auprès du Conseil national de transition, non pas auprès des patriotes de l'armée malienne, non pas auprès des forces vives de la société civile politique malienne. Bandao allait désormais prendre ses ordres, ses instructions auprès de Ouattara. Et Ouattara l'avait ramené à Paris pour prendre ses instructions à Paris. Bandao, supposé être président, dans le cadre d'un processus de récupération de la souveraineté du peuple malien, commençait à exercer la présidence de la République du Mali contre les intérêts du peuple malien. Et en se soumettant au conseil de son nouveau mentor, Alassane Draman Ouattara, lequel l'avait tout naturellement reconduit pour se prosterner devant le néocolonialisme français. Voilà la vérité. C'est encore Ouattara, c'est lui qui a dévoyé Bandao. C'est lui qui lui a donné des conseils tordus. C'est lui qui a poussé Bandao à la faute de vouloir chasser du gouvernement l'aile patriotique de l'armée qui avait épousé la cause du peuple et qui s'était uni au mouvement du M5 RFP, uni au mouvement de la société civile pour refonder le Mali dans le processus que nous observons et qui s'appelle le Mali Koura, le processus du renouveau malien. Cette erreur fut fatale à Bandao. Il fut cueilli et ramené dans sa ferme où il lui fut recommandé de continuer à s'occuper des végétaux puisque, décidément, en matière de politique, ses compétences étaient limitées. C'est encore Ouattara. Troisième point, Alassane Draman Ouattara a fait preuve de ses qualités de déstabilisateur du Mali, puisque il a commencé par faire croire au nouveau président Assimi Goïta qu'il allait faciliter, qu'il allait aider le Mali dans ses négociations côté CEDEAO, ses négociations avec l'Union africaine, ses négociations avec l'Union européenne, ses négociations avec l'ONU, ses négociations avec le FMI, la Banque mondiale, les clubs de Paris, clubs de Londres, clubs de Washington. Alassane Ouattara avait juré, il avait promis par tous les canaux et vis-à-vis à Assimi Goïta, ne vous en faites pas, jeune frère. Je vais m'occuper, je vais tout vous faciliter. Hein? Non. À la CEDEAO, vous n'aurez aucun problème. C'est moi le chef, hein? C'est moi le doyen des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Vous savez, je maîtrise toute la situation. Hein? Quand j'étais au FMI, j'ai dirigé 200 pays.
J'ai géré la Chine, le Japon, tout ça là. Non, non, non. J'ai occupé des fonctions universelles. Hein, Dominique? Oui, oui, chérie, tu as raison. Tu étais le chef du monde entier, en fait. T'as même commandé aux États-Unis. Oui, en effet. Donc, mon jeune frère Assimi, il ne faut pas avoir peur. Tant que moi, Alassane, je suis là. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu n'auras pas de soucis à la CEDEAO. Tu n'as qu'à m'écouter, hein. À lui et moi, tout ça là, c'est moi qui commande, hein. L'Union africaine, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut parler là-bas. Si moi je donne des instructions, je prends mon téléphone, j'appelle, tu n'as pas de problème. Mais il faut m'écouter, tu comprends? Tu fais ce que je te demande, Assimi. Alassane Ouattara avait commencé par endormir le président Assimi Goïta. C'est dans ce processus d'endormissement qu'Alassane Ouattara lui avait demandé d'arrêter et d'emprisonner un réfugié politique ivoirien inoffensif, par ailleurs beau-frère des Maliens, notre frère Bensouk. Voilà comment Bensouk, à la demande de Ouattara, qui flattait à l'époque le président Goïta, voilà comment Bensouk s'est retrouvé en prison cadeau. Mais, quand le président Goïta s'est rendu compte qu'en fait, à la CEDEAO, ça se compliquait pour le Mali. À l'Union africaine, ça se compliquait pour le Mali. À l'Union européenne, ça se compliquait pour le Mali. À l'ONU, ça se compliquait pour le Mali. Au FMI, ça se compliquait pour le Mali. À la Banque mondiale, ça se compliquait pour le Mali. Le président Goïta lui-même a regretté les moutons qu'il avait offerts à Ouattara en guise de reconnaissance symbolique. Le président Goïta a dit, Wallahi billahi talaï, j'ai perdu mes moutons pour rien. Ce vieux-là, je pensais qu'il allait m'aider. Que nous, ses cadets, nous sommes même de la génération de ses fils. Je pensais qu'il allait nous aider. D'autant plus que lui-même, c'est un descendant des Malinké. C'est un Malinké du Burkina. Tous les Malinké là, d'Afrique de l'Ouest sont des descendants du Mali. Je me disais, on a la chance. Il y a un descendant de l'Empire du Mali qui est président en Côte d'Ivoire. J'ai la chance, moi, Goïta, d'arriver au pouvoir quand il y a un descendant de l'Empire du Mali qui est président en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, le Mali est sauvé. J'ai confié tous les dossiers à Alassane. Et puis je me rends compte qu'en fait, c'est lui qui s'en va me mélanger là-bas. C'est lui qui s'en va m'attacher à la CEDEAO. C'est lui qui organise, qui manigance pour qu'on me mette des sanctions internationales. Que 150 personnalités maliennes soient punies, sanctionnées, interdites de voyager, tout. C'est lui. C'est lui qui est derrière lui et moi pour confisquer l'argent du Mali, pour que je tombe. Quand le président Assimi Goïta a vérifié que derrière tous les problèmes du Mali à la CEDEAO, il y avait Alassane. Derrière les problèmes du Mali avec les Européens, il y avait Alassane. Derrière les problèmes du Mali avec la France, il y avait Alassane. Derrière les problèmes du Mali avec l'ONU, il y avait Alassane. Derrière les problèmes du Mali avec l'UEMOA, il y avait Alassane. Derrière les problèmes du Mali avec la Banque mondiale, il y avait Alassane. Là, Assimi Goïta a compris qu'il fallait passer à la phase de combat politique, diplomatique, économique, géostratégique et géopolitique avec ce vieux grigou de Ouattara Draman. Et ce n'est pas un hasard. Je vous donne un indice pour que vous compreniez que c'est quand le président Goïta a compris ça qu'il a changé de politique face à Ouattara. Et le changement de politique est acté. Le 9 janvier 2022, quand Alassane Draman Ouattara et les chefs d'État vassaux de la CEDEAO, à l'exception du Togo, qui a vraiment, non seulement lors de la réunion d'Accra, mais également publiquement, dit qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se faisait. Quand Alassane Draman Ouattara, exécutant les 4 volontés des dirigeants des 16 pays européens, qui le 23 décembre 2021 avait promis coups et blessures au Mali, parce que le Mali a décidé de coopérer avec la Russie, quand le président Assimi Goïta a eu la preuve flagrante, le 9 janvier 2022, que les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes de la CEDEAO contre le Mali avaient le cachet de Ouattara. Quel est le premier geste qu'il a posé le même soir du 9 janvier? Le même soir du 9 janvier, le président Assimi Goïta a fait usage de sa grâce pour notre frère, le camarade réfugié politique au Mali, l'ancien député ivoirien, l'honorable Mohamed Soukou Sess dit Bensouk.
Il a été libéré le même soir. Cette libération signifiait quoi? Elle signifiait que le président Goïta avait définitivement compris qu'Alassane Ouattara l'avait mené en bateau. Qu'Alassane Ouattara lui mentait. En tentant d'accuser Bensouk d'un coup d'état imaginaire. Mais en plus qu'Alassane Ouattara lui avait menti sur toutes les promesses qu'il avait faites de soutenir le Mali, d'aider le Mali. Et avec des serments coraniques qu'il avait fait pour dire que le Mali l'a aidé en son temps à arriver au pouvoir et que vraiment lui ne peut pas abandonner. Non, 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 jeune frère, tu sais, je suis un malinqué quand même, hein? Hein? Yamé Assimi, il faut m'écouter. Tu es mon fils. Tu es mon fils bien-aimé. Assimi, je t'aime beaucoup. Je vais tout faire, tu n'auras pas de soucis. Quand le président Goïta s'est rendu compte que ce vieux-là, on lui dit depuis que c'est un menteur. On lui dit depuis que c'est un voyou. Que c'est un vieux sans valeur. Quand le président Assimi a vérifié ça sur son propre corps, il a changé sa politique. Et à partir de janvier 2022, Assimi Goïta a compris que toutes les emmerdes du monde allaient lui arriver à partir de la Côte d'Ivoire. Il l'a compris. D'ailleurs, ça n'a pas duré. Le 9 janvier, ils ont fait leur coup contre le Mali. Leurs décisions illégales, inhumaines, illégitimes. Je ne vais pas les commenter ici. Mais le 10 au 11 janvier déjà, un avion militaire français décollait de Côte d'Ivoire et violait la souveraineté du Mali. Ce qui vous montre la logique de Ouattara. Il frappe le Mali sous les ordres de ses maîtres néocolonialistes français et impérialistes occidentaux le 9 janvier 2022 à Accra. Et dès le lendemain, il permet en réalité une violation militaire du territoire malien à partir du sol ivoirien. 10-11 janvier 2022, l'aviation militaire française violait de manière flagrante l'espace aérien malien. Un avion militaire parti du territoire ivoirien, donc des camps militaires français de Côte d'Ivoire, entrait au Mali, atterrissait à Gao, redécollait en coupant les transpondeurs, en coupant les communications avec les autorités maliennes et opérait au Mali comme dans la cour du roi Péto. C'est une violation de la souveraineté du Mali qui porte la signature d'Alassane Dramane Ouattara. Et tout cela, est-ce qu'aujourd'hui le Mali a la garantie qu'il n'y aura plus jamais un avion militaire étranger ou ivoirien décollant de Côte d'Ivoire pour violer la souveraineté territoriale, l'espace aérien malien? Est-ce que la garantie a été donnée? Non. La garantie n'a pas été donnée. Dans la même période, va sortir l'audio terrible où on entend Alassane Ouattara parler avec l'ancien premier ministre malien Boubou Cissé. Un audio scandaleux. Où Ouattara dit qu'en 2 semaines, voire 2 mois maximum, la transition du Mali va s'effondrer. Il traite les dirigeants maliens dans cet audio de naïfs, d'ignorants. Il dit qu'ils sont tombés sur la tête. Il dit qu'ils n'ont même pas d'économistes. Il dit qu'ils ne tiendront pas. Alassane Ouattara assume avec Boubou Cissé, ancien premier ministre du Mali, le projet de renversement par tous les moyens des institutions de la transition du Mali. Depuis lors, Boubou Cissé, dont la Côte d'Ivoire est la base arrière, et qui, par cet audio, a révélé qu'il se préparait et qu'il travaillait au renversement des autorités maliennes, Boubou Cissé est l'objet d'un mandat d'arrêt international, bien sûr que la Côte d'Ivoire n'a pas appliqué. Mais la Côte d'Ivoire est restée la base arrière de quelqu'un qui dit clairement qu'il travaille pour renverser en moins de 2 semaines, voire maximum 2 mois, le régime qui est au pouvoir. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que en ce 10 septembre 2022, la Côte d'Ivoire a cessé d'être la base arrière de Boubou Cissé pour renverser la transition? Est-ce que la Côte d'Ivoire a cessé d'être la base arrière de Boubou Cissé pour renverser la transition? La base arrière de Hubert Thiéman Koulibaly pour renverser... Non pas renverser politiquement, par des élections. Ils ne disent pas qu'ils sont candidats aux élections et qu'ils pourraient battre le candidat de la patrie malienne qui sera soutenu, on peut dire, par le grand bloc transitionnel. Non. Eux, ils ont le projet de renverser le régime de transition par la force. Et ils l'ont dit. Et cet audio
révèle que eux, à partir de la Côte d'Ivoire, ont décidé de renverser le régime de transition par la force. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre 2022. Est-ce que Thiema Hubert Koulibaly, sa base arrière, ce n'est pas toujours Abidjan? Est-ce que Boubou Cissé, sa base arrière, ce n'est pas toujours Abidjan? Mais il y a un autre. Lui, il a été parrainé par Alassane Ouattara, puisqu'il a été accueilli avec tapis rouge, avec cortège officiel et gyrophare. Il s'appelle Aïnea Ibrahim Kamara. Le 28 février 2022, il s'autoproclamait, à partir d'Abidjan, sous la protection des autorités ivoiriennes, il s'autoproclamait président, eh bien, de la République du Mali. Et annonçait qu'à partir de la Côte d'Ivoire, il avait l'intention d'organiser le renversement des institutions maliennes actuelles et d'exercer pleinement le pouvoir qu'il s'était octroyé. Est-ce que la Côte d'Ivoire a, empêché que cela ait lieu? 2, est-ce que la Côte d'Ivoire a arrêté celui qui a fait ça? Non. Imaginez que le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Soro, notre leader en Côte d'Ivoire, imaginez que Guillaume Soro descende à Bamako et que Guillaume Soro fasse